Bienvenue sur pokerstrategy.com, votre école professionnelle de poker. Il arrive souvent que personne ne relance avant le flop. On parle dans ce cas de pot non relancé. La grosse différence par rapport à ce qui se passe quand il y a eu une relance avant le flop, c'est que personne n'a encore pris l'initiative. Par ailleurs, les joueurs ont des éventails de mains vraiment larges et des cartes relativement faibles qu'ils ont jouées en espérant voir un flop bon marché. Le joueur au big blind peut quant à lui avoir n'importe quelle combinaison de cartes, il a en effet la possibilité de checker avant le flop et n'a aucune raison de jeter sa main. La plupart du temps, il s'agit de pots multi-way. Une fois qu'un premier joueur s'est contenté de limper, il n'est pas rare de voir d'autres joueurs se laisser tenter par la possibilité de voir le flop à moindre coût. Étant donné qu'il s'agit du dernier chapitre de notre introduction à la stratégie Big Stack, il vous est recommandé d'avoir étudié les articles et vidéos précédents. Dans le cadre de cette vidéo, des thèmes comme la cote, les outs et la cote implicite sont considérés comme étant maîtrisés. Nous vous recommandons également d'étudier l'article associé à cette vidéo. Son auteur vous explique de façon détaillée à travers plus de 50 exemples comment agir dans les différentes situations. Dans le cadre de cette vidéo, nous pourrons seulement reprendre une partie de ces exemples. Pour revenir au pot non relancé, vous vous trouvez donc généralement face à plusieurs adversaires, avec des éventails de mains relativement larges et sans que personne ne possède l'avantage de l'initiative. Le point le plus important est cependant le fait que le pot est généralement plus petit que lorsque quelqu'un a relancé pré-flop, et c'est précisément ce qui fait que vous devez jouer différemment. Afin d'illustrer la question de la taille du pot, prenons tout d'abord deux exemples théoriques. Exemple 1. Deux joueurs limpent en début de parole et vous relancez à 6 big blind avec une bonne main. Les deux limpers suivent votre relance. Le pot au flop s'élève alors à 18 big blind plus les blinds. Exemple 2. Les deux joueurs en début de parole se contentent également de limper et vous avez cette fois une petite paire avec laquelle vous décidez de limper également. Le big blind check, le pot s'élève donc à 4 big blind plus le small blind. Comme vous le voyez, dans l'exemple 1, le pot est 4 fois plus gros que dans l'exemple 2. On note également un changement concernant le rapport entre la taille de votre tapis et celle du pot. Dans l'exemple 1, votre tapis représente encore 5 fois le montant du pot. Dans l'exemple 2, c'est 22 fois le montant du pot. Il est bien évident que votre façon de jouer n'aura rien à voir. Dans un pot non relancé, vous n'avez investi qu'une partie infime de vos jetons pour voir le flop. Il vous faut donc une très bonne raison pour décider d'investir une grande partie de votre tapis à partir du flop, à savoir de très bonnes cartes. Une règle bien connue affirme qu'on ne doit jamais finir broke dans un pot non relancé. Bien entendu, comme toujours, il existe des exceptions, mais dans l'ensemble, vous devriez prendre cette règle très au sérieux. Pourquoi cette règle? Comment jouer les différents types de mains quand il n'y a pas eu de relance avant le flop? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir comment une telle situation peut se produire, avec quelles cartes vous devriez vous y trouver, et quelles mains vous aimeriez avoir touchées. Beaucoup de joueurs limpent depuis n'importe quelle position, avec un éventail très large et sans se préoccuper de savoir si quelqu'un est entré dans le pot avant eux ou non. De votre côté, vous ne vous trouvez dans cette situation qu'avec des mains bien choisies, jouées dans des positions adaptées. Ou bien vous êtes au big blind et vous checkez, ou bien vous investissez volontairement de l'argent en milieu ou fin de parole. Au big blind, vous pouvez bien entendu avoir n'importe quel type de main. En revanche, vous ne limpez qu'avec des mains spéculatives, des petites paires, un as avec un kicker assorti, ou encore des connecteurs assortis, ou encore des Broadway assortis. Comme vous l'avez déjà vu dans la starting hand chart, vous ne limpez jamais en début de parole. Lorsque vous êtes parmi les premiers à parler, soit vous relancez, soit vous vous couchez. Vous en connaissez déjà la raison, jouer sans l'initiative ni la position est une affaire compliquée et souvent non profitable. Si personne n'est encore entré dans le coup, vous ne limpez généralement qu'avec les petites paires, car avec ces mains, vous pouvez encore éventuellement payer une relance derrière vous. Si vous touchez votre brelan au flop, parfait. Sinon, vous abandonnez simplement votre main. Avec les autres mains, vous pouvez uniquement limper si quelqu'un est entré en jeu avant vous. Mais au fait, qu'est-ce que vous espérez toucher? Dans un pot non relancé, vous recherchez des mains avec lesquelles vous pouvez jouer un gros pot. De façon générale, vous espérez toucher des mains de type brelan, tirage quinte ou tirage couleur, éventuellement double paire. Il peut bien entendu vous arriver parfois de toucher directement une couleur ou une quinte, mais il est alors assez rare que l'adversaire soit prêt à payer avec une main inférieure. Si vous ne touchez rien de ce genre, alors vous pouvez facilement jeter vos cartes. Des mains limites comme top pair doivent être jouées avec prudence. Mais nous reviendrons plus loin sur ce point. Vous ne pouvez pas déterminer la force de votre main en vous basant uniquement sur vos cartes.
Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « j'ai une quinte, donc je mets all-in ». Enfin, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas toujours la meilleure idée. La force de votre main doit être déterminée à partir d'une série de facteurs dont les principaux sont les suivants. Votre main, le nombre de vos adversaires, plus vous avez d'adversaires, plus votre main doit être élevée. Votre position par rapport aux adversaires, combien de joueurs parlent avant vous, combien après vous. Il vaut toujours mieux avoir peu d'adversaires derrière soi. Comment jouent vos adversaires? Contre un adversaire qui ne joue agressivement que les toutes meilleures mains, vous pouvez coucher directement une paire s'il prend soudain l'initiative au flop. Le premier point de la liste porte sur la force absolue de la main. On peut regrouper les différentes mains que vous pouvez voir au flop dans 5 grandes catégories. Les mains sans valeur. Ce sont toutes les mains qui ne constituent pas une main faite digne de ce nom et n'ont que peu de chances de le devenir. Vous êtes passé complètement à côté du flop, ou bien avec un tirage backdoor ou une main dans le genre. Au lieu d'investir de l'argent sur ces mains, faites plutôt un don à une œuvre de bienfaisance. Les tirages faibles. La frontière entre les tirages faibles et les mains sans valeur est étroite. Une main comme une petite paire représente d'un côté une main sans réelle valeur, mais il s'agit d'un autre côté d'un tirage faible. Cette main peut en effet s'améliorer, même si cela ne se produira que très rarement. Cette catégorie regroupe des mains comme les gutshots, les petites paires et paires intermédiaires, ainsi que les overcards. Autant de mains qui ne méritent pas le moindre investissement. Les tirages forts. C'est là que ça devient intéressant. Avec les mains de catégorie précédente, un fold direct au flop ne pouvait en aucun cas constituer une réelle erreur. Ici, il faut examiner la situation d'un peu plus près. Appartiennent à cette catégorie le tirage couleur, l'OESD, bien évidemment les combos draw, tirage combiné. Ces mains peuvent clairement être jouées, mais pas à n'importe quel prix. Les mains faites moyennes. Dans les mains avec peu d'adversaires, la frontière entre les mains sans valeur et les mains moyennes est représentée par la middle pair. Dans les pots avec plus de joueurs, ce sera top pair avec un bon kicker. Ces mains sont suffisamment fortes pour investir de l'argent, mais sont pratiquement injouables en cas de riposte adverse. Les bonnes mains faites. La dernière catégorie contient les mains faites vraiment fortes. Cela va de la bonne double paire à la quinte flush, cependant très rare, en passant par le brelan et la quinte, la couleur et le carré. Si vous avez une telle main, alors mettez le paquet. Il est très rare que votre main n'ait pas besoin d'être protégée, vous devez donc trouver un bon équilibre entre protection et maximisation de la value. En plus de vos cartes, vous devez également examiner les adversaires contre lesquels vous jouez. Une top pair avec un kicker moyen est sans doute une bonne main contre un seul adversaire, mais contre 4 adversaires, la bataille est perdue d'avance. D'où la règle suivante. Plus vous avez d'adversaires, plus votre main doit être forte. Il est par ailleurs important de savoir quelle est votre position par rapport à l'adversaire. Combien d'adversaires parlent avant vous? Combien doivent encore parler après vous et peuvent éventuellement surrelancer votre relance? Vous avez déjà appris que jouer avec la position sur les adversaires, c'est-à-dire en ayant la possibilité de jouer après eux, est largement plus profitable que de jouer avant les adversaires, hors position. Ce principe vaut également lorsqu'il n'y a pas eu de relance avant le flop. Enfin, il convient de s'intéresser à la façon de jouer des adversaires. Cela ne veut pas dire obtenir les rides impossibles, comme par exemple de savoir qu'à chaque fois que tel adversaire a une monster, il attend exactement 3 secondes avant de miser. Il s'agit plutôt de questions tout à fait banales, mais cependant décisives. Par exemple, l'adversaire lâche-t-il facilement sa main lorsque vous misez au flop? Avec quelle fréquence tentera-t-il de vous bluffer sur les derniers tours d'enchère? Si l'adversaire ne lâche pas facilement sa main au flop, à quel moment finit-il par se coucher? Contre des adversaires qui couchent facilement leurs mains, vous pouvez également prendre l'initiative avec des mains faibles. Contre eux, vous gagnerez plus souvent le pot. Contre des adversaires qui paient volontiers une mise au flop, les exigences pour votre main doivent être considérablement revues à la hausse, ce qui vous permet en contrepartie de réaliser plus de profit avec vos bonnes mains faites, justement parce qu'ils ont du mal à se coucher et vont souvent payer. Venons-en maintenant à la façon de jouer ces mains au flop. Que devriez-vous faire? Avec quelles mains? Sur quel flop? Et contre quels adversaires? Les grands principes sont les suivants. Ne jouez jamais passivement au flop avec une main faite. Ne tentez jamais de piéger vos adversaires, ne payez jamais une relance avec une main faite moyenne. Jouez sans détour. La seule exception est lorsque le small blind mise directement. S'il ne mise pas et que vous avez une main faite, alors vous avez le choix entre vous coucher ou miser vous-même. Vous ne voulez pas checker pour payer ensuite. Vous seriez alors incapable de situer votre main et auriez bien du mal à garder le contrôle de la main et du pot. Étant donné qu'il n'y a pas tant de bluffs que cela dans les pots non relancés,
Avec les mains faites, il n'y a que deux possibilités. Vous êtes devant, vous devriez alors protéger votre main et soutirer de l'argent aux mains inférieures. Vous êtes derrière, vous devriez alors abandonner votre main, car les chances de l'emporter sont faibles. Main sans valeur. Avec toutes les mains de la catégorie 1, vous pouvez directement abandonner sans hésitation. Abandonner signifie ici checker et se coucher à la moindre mise. Cette main ne mérite pas que vous investissiez ne serait-ce qu'un big blind. Voyons un exemple. Vous bénéficiez d'un free play au big blind. Vous avez middle pair et peu de cartes peuvent éventuellement améliorer votre main. Il y a des possibilités de tirage couleur ou quinte, sans parler d'une éventuelle top pair avec l'as, sachant que les fiches aiment bien jouer toutes sortes de mains de départ, surtout si elles contiennent un as. Dans cette situation, avec 4 adversaires au flop, c'est le plus souvent peine perdue. Votre main appartient dans ce cas à la première catégorie, les mains sans valeur. Il y a trop de tirages possibles, trop d'adversaires, quelques mains supérieures sont envisageables, et votre main n'a pratiquement aucun potentiel d'amélioration. C'est donc un fold. Tirage faible. Dans l'exemple précédent, si vous aviez eu un gut shot en plus de votre middle pair, vous auriez pu suivre une mise minimum. Payer la mise de 1 $ n'aurait été par contre en aucun cas envisageable. La chose est différente si vous n'avez qu'un seul, voire deux adversaires. Si vous avez la position sur eux et que les deux se contentent de checker, alors vous pouvez miser pour voir ce qui se passe à partir du moment où ils sont capables de coucher leurs mains. Une mise aux 2/3 du pot serait bien adaptée. Bien entendu, hors de question de miser si vous êtes face à une calling station. Une mise dans cette situation est ce qu'on appelle un semi-bluff. Vous n'avez pas une main spécialement forte pour le moment, mais avez des chances de toucher une bonne main et vous misez. Un semi-bluff est envisageable si votre main peut se convertir en bonne main faite. Vous avez de bonnes chances d'amener vos adversaires à se coucher en misant. Il vous arrive aussi de remporter le coup directement lorsque vos adversaires se couchent et vous gagnez parfois lorsque vous touchez votre main. C'est la réunion de ces deux facteurs qui rend un semi-bluff profitable. Si vous n'avez pas de possibilité de toucher une bonne main ou si vos adversaires ne sont pas du style à abandonner si facilement, alors un semi-bluff n'a pas de sens. Si quelqu'un paie votre mise et que votre main ne s'améliore pas au turn, alors vous checkez. Bluffer de nouveau est rarement profitable et un semi-bluff reste un bluff. Vous avez suivi une relance au small blind avec des broadways assortis et vous touchez un tirage faible au flop. Plus précisément, un gut shot. En l'absence de tirage couleur, un roi vous donne une quinte et la meilleure main. Vous pouvez payer une mise minimum de la part d'un adversaire avec un tapis complet. S'il mise plus, alors vous vous couchez. Contre 3 adversaires, vous ne devriez pas tenter de semi-bluff sur ce flop. Vous gagnez trop peu souvent si vous êtes suivi, et la probabilité que quelqu'un suive dans le cas de 3 adversaires est élevée. Tirage fort. Avec les mains de la catégorie 3, à savoir les tirages forts, vous ne devez pas vous coucher à moins que les adversaires ne génèrent énormément d'actions. En règle générale, vous avez 30% de chance de l'emporter. La question est seulement de savoir comment jouer au mieux. Vous devriez toujours miser lorsque les adversaires ont checké avant vous. Une mise comprise entre les 2/3 et la hauteur du pot est la plus adaptée. Appartiennent également à cette catégorie de tirage comme tirage couleur max ou seconde, des combos de roses, comme tirage couleur plus tirage quinte, tirage couleur plus une paire, OESD plus paire, ou encore OESD plus 2 overcards. Si quelqu'un mise avant vous, vous vous contentez de suivre, à condition d'avoir une cote du pot ou une cote implicite suffisante. Si jamais des termes comme cote du pot ou cote implicite ne sont pas encore clairs pour vous, alors interrompez immédiatement cette vidéo. Vous devez absolument maîtriser le contenu des articles sur la cote, les outs et la cote implicite pour pouvoir comprendre la suite de la vidéo. Vous trouverez les articles et vidéos correspondantes dans cette même section. Relancer avec un tirage, aussi fort soit-il, dans un pot non relancé serait vraiment exagéré. Vous ne pouvez réussir ainsi qu'à faire se coucher d'autres tirages qui vous auraient peut-être payé par la suite et vous vous exposez à une relance adverse. Si vous êtes hors de position, alors vous devriez la plupart du temps vous contenter de checker pour voir si quelqu'un mise et, le cas échéant, quel est le prix qui vous est offert. Vous voyez alors si vous pouvez payer ou non en vous basant sur le principe de la cote du pot. Dans cet exemple, vous avez payé une relance au small blind avec dame valet à pique. 3 joueurs vous accompagnent au flop et vous touchez un tirage pour la couleur seconde. Vous décidez de miser et être relancé par le joueur au big blind.
Le pot s'élève à 3,80 $. Vous devez payer 1,20 $. Vous avez donc une cote de pot de 3,80 contre 1,20 $, soit environ 3 contre 1. Dans l'absolu, vous devriez vous coucher, étant donné que vous avez besoin d'une cote de pot de 4 contre 1 pour voir la carte du turn de façon profitable. Heureusement, vous avez la cote implicite. Cela veut dire que vous pouvez vous donner une meilleure cote du pot en tenant compte du fait que l'adversaire ne va pas forcément coucher directement sa main si vous touchez votre couleur au turn. Il y a également des chances pour que l'adversaire ne mise pas au turn suite à votre call flop, vous permettant ainsi de voir gratuitement la river. 2 cartes pour le prix d'une. Imaginons que vous touchiez votre couleur au turn. Combien d'argent devez-vous encore obtenir de la part de votre adversaire pour que votre call au flop soit finalement justifié? La solution est simple. Vous auriez besoin en temps normal d'une cote du pot de 4 contre 1 afin de pouvoir suivre au flop. Le montant à payer est de 1,20 $. Le pot devrait donc être de 4 fois 1,20 $, soit 4,80 $. Le pot ne fait que 3,80 $. Il manque donc 1 $. C'est le montant supplémentaire que vous devez obtenir et votre adversaire est sans doute prêt à payer ce dollar, même si vous avez touché votre couleur. Il a quand même relancé au flop, et ce contre 3 adversaires. Il aura souvent une bonne main qu'il aura du mal à coucher, surtout pour 1 $ dans un pot de 5 $. Le call n'est pas obligatoire, mais reste tout à fait envisageable. Main faite moyenne. Vous devez certes jouer les mains faites moyennes avec prudence, mais ne devez pas pour autant les coucher systématiquement au flop. Contre peu d'adversaires, vous avez souvent la meilleure main. Si tout le monde check avant vous, alors vous devriez systématiquement miser. Si une relance a lieu derrière vous, alors vous vous couchez quel que soit son montant. Comme expliqué au début, dans un pot non relancé, vous avez besoin d'une main bien plus forte. Une simple top pair ne suffit pas pour pouvoir continuer à jouer en cas de relance. Si quelqu'un mise avant vous, alors vous relancez à partir du moment où vous n'avez pas trop d'adversaires. Cela vous permet de voir où vous vous situez. Si une nouvelle relance se produit, alors vous sortez du coup. Si quelqu'un suit votre relance, alors vous devez prendre une nouvelle décision au turn en fonction de la carte tombée et de l'adversaire. Si aucun tirage de valeur n'est possible au flop et que quelqu'un mise avant vous, alors dans le cas de 3 adversaires ou moins, vous pouvez éventuellement vous permettre de payer pour évaluer de nouveau la situation au turn. Mais cela ne doit pas devenir une habitude. Vous bénéficiez d'un free play au big blind avec Roi-8 offsuit, une main avec laquelle vous n'auriez jamais limpé en temps normal. Vous touchez middle pair. Comme déjà vu, il s'agit d'une main limite. Il est possible que vous ayez la meilleure main, mais le risque d'être face à une main supérieure est grand. Étant donné que vous n'avez ici que 2 adversaires et qu'il s'agit du small blind et du bouton, ils n'ont sans doute pas reçu de bonne carte avant le flop car sinon ils auraient relancé, vous pouvez miser ici. Après le call du bouton, vous devez décider comment poursuivre une fois au turn. Bonne main faite. Les mains fortes se jouent très facilement au flop. Vous ne pouvez les coucher que dans des cas exceptionnels, uniquement lorsque vous pouvez considérer que vous êtes battu sans l'ombre d'un doute. Le plus souvent, vous jouez ces cartes agressivement. Le pot est petit, votre main est forte. Raison suffisante pour faire grossir le pot. Et vous n'y parviendrez que d'une manière, en misant et en relançant. De façon générale, avec les bonnes mains faites, vous devriez toujours jouer agressivement au flop et essayer de mettre autant d'argent que possible dans le pot. Si vous misez, alors misez entre les 2 tiers et la hauteur du pot. Si vous relancez une mise adverse, alors le montant de la relance est obtenu par la formule suivante. Relance égale pot, incluant toutes les mises, plus 2 fois la mise adverse. Voyons un exemple illustrant ceci. Génial, vous avez limpé avant le flop avec une paire de 3 et avez touché votre 7. En plus, le big blind a l'air d'avoir envie d'investir l'argent dans le pot. Mais attention, le tableau offre de nombreuses possibilités de tirage et vous devez donc protéger votre main. Vous devez relancer, mais la question est, à combien? Avant le flop, le pot est de 1 $. Votre adversaire mise 70 cents et le pot est donc à 1,70 $. Votre relance s'élève donc à 1,70 $ plus 2 fois 70 cents égale 3,10 $. Pas de chance, tout le monde se couche. Mais c'est toujours mieux qu'un adversaire qui paye et touche ensuite son tirage. Il y a de nombreux tirages possibles ici et vous devez protéger votre main. Si le tableau était moins dangereux et ne rendait pas autant de tirages couleurs ou quintes possibles, vous pourriez relancer un peu moins. Comment jouez-vous au turn? Le jeu se poursuit au turn. On a 2 situations. Quelqu'un a misé au flop, personne n'a misé au flop. Si personne n'a misé au flop, alors la main se joue comme au flop.
Si vous n'aviez pas de main faite au flop et que vous vous êtes amélioré en touchant par exemple le top pair, alors vous misez. Si rien n'a changé, vous vous couchez à la moindre mise adverse. Si vous touchez un tirage, alors vous pouvez payer une mise à partir du moment où vous avez la cote du pot nécessaire, par exemple 11 contre 1 pour un gutshot, 4 contre 1 pour un tirage couleur et 5 contre 1 pour un OESD. Mais vous ne pouvez suivre que si vous êtes sûr que personne ne va relancer derrière vous. Si quelqu'un a misé au flop et que vous avez suivi, c'est que vous aviez soit une main faite moyenne contre peu d'adversaires, soit un tirage. Si vous avez une main faite moyenne au turn contre plusieurs adversaires et qu'un d'entre eux décide de miser, alors vous devriez coucher votre main. Avec un tirage, vous ne pouvez suivre que si vous obtenez la cote du pot correcte et que vous êtes sûr que personne ne va relancer derrière vous. Si votre main a pu s'améliorer et que vous avez par exemple touché double paire, alors vous devez estimer vos chances d'être désormais en tête en fonction des cartes communes et des adversaires. Une double paire avec 4 cœurs sur ce tableau n'est sans doute pas la meilleure main. Si vous pouvez être pratiquement sûr d'avoir la meilleure main, alors il faut miser ou relancer. Si personne ne mise et que vous avez une main faite moyenne, alors vous avez deux options. La première, check behind turn, call river. Les avantages de cette ligne sont, vous ne faites pas grossir le pot, vous invitez votre adversaire à bluffer sur la river. Les inconvénients sont, vous ne protégez pas votre main, vous ne gagnez pas autant d'argent contre les tirages. Cette ligne de jeu est surtout indiquée contre les adversaires agressifs sur des tableaux avec peu de tirages. Vous avez moins besoin de protéger votre main et votre adversaire est suffisamment agressif pour bluffer sur la river. Deuxième option, bet turn, check behind river. Les avantages de cette ligne sont, vous protégez votre main, vous faites payer les tirages, vous pouvez parfois bluffer une meilleure main, c'est vous qui décidez du prix de l'abattage. Le dernier point est particulièrement intéressant. Une mise moyenne au turn peut éviter une tentative de bluff adverse à la river et vous permettre de voir l'abattage pour un prix relativement correct. Les inconvénients sont, vous prenez le risque d'être confronté à un check raise. Vous enlevez à l'adversaire la possibilité de bluffer sur la river avec une main inférieure. Cette ligne est particulièrement intéressante contre la plupart des adversaires passifs rencontrés aux petites limites, lorsque les cartes communes permettent des tirages ou des mains inférieures à la vôtre. S'il est relativement probable que votre adversaire ait un tirage ou une main inférieure à la vôtre, alors vous devriez miser au turn et prendre éventuellement l'abattage gratuit en fonction de la carte sur la river. Dans cet exemple, vous avez décidé de limper au bouton avec As-2 à pique. Le flop vous a donné un tirage couleur que vous avez décidé de jouer agressivement. Vous avez été payé par le small blind. Malheureusement, votre couleur n'est pas tombée au turn, mais au moins vous avez la position sur l'adversaire. Vous pouvez commencer par regarder ce qu'il fait. Il check. Deux possibilités s'offrent à vous. Vous checkez. On dit également, vous prenez la carte gratuite. Vous évitez de faire grossir le pot et voyez deux cartes pour le prix d'une. Vous misez. Si votre adversaire est capable de se coucher assez souvent, alors une mise est justifiée. Vous faites un nouveau semi-bluff et avez ainsi la possibilité de l'emporter soit en amenant votre adversaire à se coucher, soit en touchant votre couleur à la river. Si votre adversaire suit quand même et que vous ne touchez pas votre couleur, alors vous devriez tout simplement abandonner sur la river. S'il va jusqu'à relancer, alors vous vous couchez directement au turn. Vous n'avez plus rien à tirer de votre main. Si vous ne jouez pas contre un mais deux adversaires, vous feriez mieux en général de ne pas miser au turn et de prendre plutôt la carte gratuite. Cet exemple illustre une erreur typique commise par de nombreux joueurs aux basses limites. Vous êtes coincé entre deux joueurs. Le flop contient une paire de 8 et vous avez touché top paire de 9 avec un kicker moyen, une dame. Le joueur situé avant vous mise. Vous suivez, ce qui est tout à fait défendable. Il y a peu de tirages possibles, il peut avoir un 8, un 9, être sur un bluff ou encore avoir une paire fermée, peut-être une paire de 10, voire une paire de 5. L'autre joueur paie également. Il doit maintenant être clair pour vous que vous n'investirez pas davantage si votre main ne s'améliore pas. Ce turn n'a sans doute aidé personne et le small blind mise de nouveau malgré les deux adversaires qui l'ont suivi. Si ce n'est pas lui qui bat votre paire de 9, alors c'est sans doute l'autre adversaire. Si vous payez, ce dernier peut encore relancer. Vous êtes dans une situation très inconfortable si vous suivez. C'est surtout l'adversaire situé derrière vous qui vous rend la chose très désagréable. Vous ne saurez jamais comment vous situer. Ça se transforme en jeu de devinette, et s'il y a bien une chose dans le poker dont vous n'avez pas envie, c'est bien de devoir deviner. Au final, cette situation est bien trop dangereuse et marginale pour que vous puissiez encore suivre au turn. Vous avez complété votre small blind préflop avec un connecteur assorti de façon tout à fait standard.
Au flop, vous optez ici pour une ligne passive du fait du grand nombre d'adversaires. Vous pouvez payer sans problème la mise de MP1 du fait de sa profondeur de tapis ainsi que de la vôtre. Vous touchez votre couleur au turn. Vous devriez prendre maintenant l'initiative. Si vous vous contentez de checker, l'adversaire prendra souvent le check behind par crainte de la couleur. Mais aux petites limites tout particulièrement, vos adversaires seront souvent prêts à payer une mise de votre part, entre autres parce qu'ils peuvent voir cette mise comme un bluff. Si quelqu'un vous relance, comme c'est le cas dans l'exemple, alors vous relancez à votre tour en vous mettant éventuellement all-in en fonction de la taille des tapis. Dans la main de l'exemple, le mieux est de se mettre all-in directement après la relance. Une relance standard de votre part vous rendrait de toute façon pot committed. Le pot deviendrait tellement gros qu'il vous deviendrait impossible d'en sortir. Votre main est suffisamment forte pour un all-in. Par ailleurs, vous devez la protéger. Un quatrième cœur sur la river serait une catastrophe. Comment jouez-vous sur la river? Vous êtes maintenant arrivé au dernier tour d'enchère. Si personne jusqu'ici n'a manifesté d'intérêt pour le pot en misant, il convient de nouveau de regarder si votre main s'est améliorée, et si cela a du sens, de miser avec cette main, parce qu'il y a suffisamment de mains inférieures capables de payer une mise avec cette main, parce que l'adversaire pourrait miser avec une main inférieure. Sur la river, dans le cas où personne n'a misé au flop ni au turn, vous pouvez effectuer une petite mise avec n'importe quelle top pair ou paire seconde, une paire obtenue à partir de la deuxième carte du tableau la plus haute, aux environs du tiers du pot. Si votre main est inférieure à cela, vous devriez tout simplement abandonner. Si au contraire il y a eu de l'action sur l'un des tours d'enchères précédents, alors la procédure à suivre est différente. Si vous aviez un tirage qui ne s'est pas réalisé, alors vous abandonnez. Peu importe que vous l'ayez joué de façon passive ou agressive. Les pots non relancés, surtout aux basses limites, ne sont pas un endroit pour les gros bluffs sur la river. Cela n'en vaut pas la peine. Avec une main faite, vous devez évaluer de nouveau comment elle se situe face aux mains adverses. Vous devez intégrer dans votre réflexion la texture du tableau et des actions de vos adversaires jusqu'alors. Est-ce que vous pouvez miser avec cette main? Est-ce que vos cartes sont suffisamment fortes pour une relance? Ou est-ce qu'à l'inverse, au regard du tableau et des actions adverses, il y a trop de mains qui vous battent et trop peu de mains inférieures pour vous payer? Pouvez-vous ne serait-ce que payer une mise, du fait que l'adversaire va souvent miser avec des mains inférieures à la vôtre? Si vous décidez de payer une mise adverse, vous devez tenir compte d'un paramètre supplémentaire. Si un adversaire mise sur la river, alors votre main doit être d'autant plus forte pour suivre que le nombre d'adversaires ayant suivi avant vous est élevé. Payer avec une top pair faible ou une middle pair dans la situation B est rarement judicieux. Vous devez battre 2 joueurs au lieu d'un seul. Reprenons notre exemple avec le tirage couleur. Vous avez joué agressivement votre tirage au flop et au turn, et le joueur au small blind a payé à chaque fois. Miser de nouveau sur la river n'a pas de sens. Le joueur au small blind ne s'est pas laissé écarter lors des 2 tours d'enchères précédents. Il ne le fera que trop rarement sur cette river. Il ne pourrait coucher que des tirages couleurs inférieurs, mais vous les battez déjà. Prenez plutôt l'abattage gratuit, en espérant remporter le pot avec un ace high. Le jeu sur la river devient intéressant si vous avez une main faite moyenne. Si vous avez été l'agresseur jusqu'ici et avez misé sur les tours précédents, alors votre façon de jouer dépend fortement des cartes communes. Si aucun tirage de valeur n'était possible au flop, alors vous devriez également miser de nouveau sur la river, entre un tiers et la moitié du pot. En cas de relance, vous pouvez vous coucher. Si un tirage présent au flop se réalise sur la river et que vous avez la position sur l'adversaire, alors vous espérez voir l'abattage sans mise supplémentaire. Si vous n'avez pas la position et devez parler avant votre adversaire, alors il est recommandé de miser de nouveau. Une mise au tiers ou la moitié du pot fera l'affaire. Là encore, en cas de relance, vous vous couchez. Lorsqu'un tirage qui était possible au flop ne se réalise pas, alors une autre ligne s'impose. S'il y a de bonnes chances que votre adversaire ait été sur ce tirage et que vous devez parler avant lui, alors vous pouvez jouer check call for bluff induce. Cela signifie que vous checkez et payez une éventuelle mise adverse. Si votre adversaire était sur le tirage qui ne s'est pas réalisé, il ne va pratiquement jamais payer votre mise. Il ne peut tout simplement pas. Par contre, il va éventuellement saisir cette opportunité pour tenter un bluff avec du vent. Dans cet exemple, le flop offre une possibilité de tirage couleur. L'adversaire joue passivement en se contentant de payer vos mises au flop et au turn. Bien possible qu'il soit sur le tirage couleur. Si c'est le cas, sa main ne vaut plus rien sur la river. Il est alors recommandé de se contenter de checker et de payer une mise adverse. Vous rendez ainsi le bluff possible.
Même s'il n'a qu'une petite paire, par exemple une paire de 8, il peut miser de nouveau parce qu'il vous met sur une main plus faible. Avec les bonnes mains faites, vous devriez toujours miser de nouveau. En fonction de ce que votre adversaire est prêt à payer, vous misez entre la moitié et la totalité du pot. Cela vaut également pour vos tirages qui se réalisent sur la river. Ici, vous ne pouvez pas partir du principe que l'adversaire va miser si vous checkez. La façon de jouer dans cet exemple est très simple. Vous continuez l'agression. Vous voulez bien entendu donner une nouvelle possibilité à votre adversaire de vous payer, par exemple ici avec un as. Cette vidéo vous a donné une vue d'ensemble de la façon dont vous devriez jouer dans les différentes situations lorsque le pot n'a pas été relancé. Vous avez pu étudier plusieurs exemples illustrant les situations possibles et vous avez appris pourquoi vous investissez de l'argent dans certains cas et pourquoi les autres fois vous vous tenez à l'écart. Encore une fois, l'important est de ne pas vous laisser aller à un jeu passif avec vos mains faites. Avec vos mains faites, soit vous misez, soit vous vous couchez. Étant donné que le pot est encore très petit, les informations sur les mains adverses sont encore plus importantes que dans les pots relancés. Une bonne façon d'obtenir ces informations est de miser vous-même, car une simple mise adverse ne veut pas dire grand-chose. L'adversaire peut certes avoir une monster, mais également une main moyenne, voire un tirage. Vous ne pouvez pas le savoir. Lorsque vous misez et qu'il a une monster, l'adversaire va le plus souvent relancer. C'est souvent l'information dont vous aviez besoin. C'est pour cette raison que vous misez au flop. De façon générale, vous devez vous montrer très prudent dans les pots non relancés. Vous avez investi peu d'argent, le pot est petit et vos adversaires peuvent avoir un large éventail de mains. Si vous faites grossir le pot, assurez-vous d'avoir une main vraiment forte. Jouer pour un gros pot avec une main moyenne quand il n'y a pas eu de relance avant le flop constitue une grosse erreur. Ne l'oubliez jamais. Bonne chance sur les tables.